dans la vie, des fois, des choses se passent et on saisit l'opportunité telle qu'elle se présente et on essaie de construire autour. J'étais spécialisé UX. J'ai fait une année de postdoc en France, au CEA, au Centre d'énergie atomique, plus précisément au laboratoire de traitement et de l'information, le LETI. Je fais partie de la génération qui, dès qu'elle avait terminé ses études, se tournait vers le Maroc et regardait les opportunités pour rentrer. J'ai eu toujours cette fibre d'entrepreneur. C'est quelque chose qui me trottait toujours dans la tête. Et j'attendais effectivement la bonne occasion pour le faire. Je n'ai jamais été quelqu'un qui reproduisait ce qu'on lui demandait. Toujours dans la production, on a pratiquement 80% des ministères qui sont chez nous aujourd'hui. On est sur du zéro papier, traçabilité totale. C'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de pays au niveau mondial qui ont ça. Toute la partie classification, traitement et même identification de la solution à apporter est faite par de l'IA. On a contribué à la digitalisation, tout un certain nombre de processus et d'amélioration, d'amener de la valeur ajoutée par rapport au système d'information que nous déployons. Mesdames et messieurs les donneurs d'ordre, soyez courageux de dire à vos entreprises nationales marocaines, voilà, on vous donne ce marché, faites-nous confiance et donnez-nous les moyens. Et ça n'est que comme ça qu'on va pouvoir capitaliser sur un savoir-faire national et avoir des champions nationaux. Mohsin Benachir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. 1994, Internet, on connaît à peine. Et vous pensez déjà à la digitalisation et vous créez Prestige Informatique. Pouvez-vous nous dire un peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et qu'est-ce qui a fait que plusieurs années après, vous êtes encore là avec nous? C'est un concours de circonstances. Et vous savez, dans la vie, des fois, des choses se passent et on saisit l'opportunité telle qu'elle se présente et on essaie de construire autour. La création de la société Prestige Informatique est liée un peu à mon cursus. Comme vous le savez, j'ai fait des études un peu longues. J'ai fait un doctorat à Grenoble. La connotation physique, j'ai fait de la physique, donc de l'optoélectronique, c'était mon doctorat. Et le sujet était sur de la simulation de fonctionnement des transistors. Donc c'était de l'informatique. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons beaucoup travaillé sur des nouvelles machines qu'on connaît maintenant, mais à l'époque, c'était entre 87, 88, 89. Donc ça a commencé exactement en 86. Qu'on appelait le DEA à l'époque, maintenant on appelle ça maintenant le M2, voilà, donc on a changé un peu les appellations. On travaillait sur des machines Unix. Et comme on était sur Grenoble, il y a l'usine de HP qui fabrique les machines, donc on recevait les machines. Donc j'étais spécialisé Unix. Et j'ai fait une année de postdoc en France, au CEA, au Centre d'énergie atomique, plus précisément au laboratoire de traitement et de l'information, le LETI, au CEA, pendant une année, où je travaillais aussi sur la simulation des fonctionnements et on travaillait à coordonner entre les équipes de recherche pour trouver les bons ingrédients, on va dire ça comme ça, pour la fabrication des transistors qui avaient la spécificité de résister au rayonnement. Donc nucléaire, cosmique et autres. Et un été, je suis rentré en vacances au Maroc. Je suis rentré en vacances au Maroc et en rentrant en vacances, j'ai rencontré un groupe de copains qui travaillaient dans une société qui s'appelle Sofatel, qui existe encore aujourd'hui, et ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait Unix, parce que c'était travailler pour un groupe Moussaïama dans la distribution de produits pharmaceutiques. Rien à voir avec le domaine dans lequel j'étais, vraiment un switch total. Et ils avaient besoin de quelqu'un qui maîtrisait bien Unix, parce qu'il passait d'un environnement, disons, propriétaire de chez Bull, GECOS, c'est ce qu'on appelait à l'époque, sur un environnement plus ouvert, plus évolutif, et qui commençait effectivement à parler de systèmes ouverts et autres, Unix. Et donc, j'ai rejoint ces gens-là. D'accord. Donc vous venez au départ pour participer à une entreprise qui existait. Je fais partie de la génération qui dès qu'elle avait terminé ses études, se tourner vers le Maroc et regarder les opportunités pour rentrer. Donc on ne fait pas partie de la génération qui telle qu'aujourd'hui reste vouloir faire une première expérience et autres. Nous on partait, on faisait nos études et on revenait. On cherchait ni nationalité ni rien du tout. Donc boum, c'était un peu notre ADN de l'époque.
Donc, j'ai travaillé dans ce groupe-ci et donc on a fait toute la refonte de leur système d'information et ce groupe a la caractéristique ou l'intelligence d'avoir utilisé l'informatique, disons 20 heures sur 24 dans leur business. Tout était digitalisé, dématérialisé dès l'époque. Ah oui. Donc, tout était complètement informatisé. Donc, je travaillais avec ces gens-là pendant pratiquement 2 ans. Et au bout de 2 années, ben, ça devenait un peu étroit pour moi. Donc, et là, j'ai été dans les assurances. J'étais à l'Alliance africaine. Je vous raconte ça pour vous expliquer. Oui, mais c'est extraordinaire voilà, parce qu'on n'imagine pas le parcours. Voilà le parcours et comment ça s'est fait. Tout à fait. Et donc j'ai travaillé dans les assurances et j'étais rattaché au président de l'époque, et donc mon rôle c'était de conseiller auprès du président, qui était Khalid Chiddadi, ancien patron de la CIMR. Et je l'accompagnais sur la refonte du système d'information de la banque. Et au bout de pratiquement 18 mois, c'était à Casablanca, moi, Rabat, jeune couple marié, ma femme, elle est de Rabat, donc c'était un peu compliqué. Et donc, soit on venait s'installer sur Casablanca, soit rester sur Rabat. Il y a un jour, comme ça, un ami m'appelle. Il me dit, Mouhassine, il faut que je te voie. Je lui dis, ben, passe à la maison. Il me dit, non, c'est urgent. Je lui dis, ben, écoute, j'arrive à la gare, tu me récupères à la gare et on discute. Donc, il me récupère à la gare, on discute, et c'était un des patrons du groupe pour lequel je travaillais, parce que j'avais quitté Sofatel, j'ai été dans les assurances. Il me dit, voilà, le groupe auquel on appartient, il y a une scission. Et donc, on se retrouve, nous, avec un certain nombre de sociétés. Je crois qu'à l'époque, si je ne me trompe pas, ils étaient au nombre de 4. 4 sociétés qui étaient sécessionnistes par rapport au groupe et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour les accompagner pour leur système d'information. Vu que c'était moi qui avais monté le premier, donc j'étais tout désigné pour les accompagner pour la suite. Et ils m'ont dit, sous la forme que tu souhaites. Je leur ai dit, la forme que je souhaite, c'est créer une société commune, je travaille pour vous et je développe le business, le marché en extra. Et c'est comme ça qu'on a créé Prestige Informatique. Très belle histoire. On a créé ça, donc initialement en tant que partenaire. Donc je détenais des parts, il détenait des parts. Et Alors qu'en fait, à la base, rien ne vous prédisposait, on va dire, à créer une entreprise, ou vous aviez quand même une envie de vous lancer? Est-ce que moi c'est ça qui m'intéresse. J'ai eu toujours cette fibre d'entrepreneur. Voilà. Ça c'est quelque chose qui me trottait toujours dans la tête. Tout à fait. Et j'attendais effectivement la bonne fenêtre, la bonne occasion pour le faire. Et l'occasion s'est présentée, donc et je l'ai fait. Voilà. Ouais. En fait, c'est ça parce qu'on parle à des jeunes entrepreneurs, on parle à des jeunes patrons d'entreprise, soit naissantes, soit en devenir. Et je pense que tous, ils partagent ça quelque part. C'est-à-dire cette fibre entrepreneuriale, elle est toujours là. Elle peut être dormante, comme elle peut être un peu manifestée à travers certaines expériences ou même certaines initiatives. Mais justement, en fait, le fait de l'avoir permet de créer les opportunités. Parce que je pense pas que, en fait, si vous aviez pas cette envie quelque part en vous, je sais pas, peut-être que vous auriez pas été J'étais quand même pas kamikaze. Sinon je l'aurais fait avant. D'accord. Non, ce qui est très très important, avoir l'esprit d'entrepreneur, ça peut être aussi au sein d'une entreprise elle-même. Tout à fait. C'est pas le fait de pouvoir aller la créer en dehors qui trottait dans ma tête. Pour moi, je pouvais être et j'aurais pu peut-être rester aussi dans les assurances et j'étais prédisposé pour ça aussi à rester là-dedans, monter en termes, c'est ce qui était prévu, même en termes de carrière au niveau des assurances et autres, mais d'être entrepreneur dans l'entreprise elle-même. Mais je n'ai jamais été, même pendant mon doctorat, même pendant mes études, je n'ai jamais été quelqu'un qui reproduisait ce qu'on lui demandait. Toujours dans la production, toujours. Création, la création, la créativité. Voilà, le côté être entrepreneur, ça peut être aussi dans l'entreprise elle-même. Mais aujourd'hui, c'est un terme à la mode, l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que les entreprises, elles poussent les personnes chez elles qui ont des idées innovantes
à d'abord les faire éclore dans l'entreprise. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, voilà, donc vous étiez précurseur, encore. Justement, cette première, on va dire, cette première étape, cette première marche, c'était comment? C'était facile? Quelles étaient les vraies premières difficultés, on va dire, indépendamment de créer l'entreprise et vous avez déjà un client, donc déjà tout va bien. C'était déjà beaucoup plus facile. Tout à parce fait. qu'effectivement, on avait deux missions. La première, c'était d'assurer l'autonomie du groupe auquel on appartenait. Par rapport à la première mission qu'on avait, c'était celle de la refonte de leur système d'information et de leur fournir l'autonomie par rapport à ça. C'est une mission qu'on a pu atteindre très, très rapidement au bout d'1 an et demi, 2 ans. On y était et puis on a accompagné le groupe. On est passé vraiment de 4 sociétés, réellement une société et demie, parce que les autres, elles étaient complètement brûlantes, à plus de 25% du secteur de distribution au niveau du Maroc, à un chiffre d'affaires qui avoisinait les 2 milliards. Et donc, on gérait ça, tout ça piloté en centrale avec des ERP et tout. Donc ça a été assez facile, disons, parce qu'on avait les moyens pour, on avait... je veux dire, je faisais partie du board du groupe, donc j'avais aussi mon mot à dire. Donc, quand j'atterrissais quelque part, c'était un patron du groupe qui arrivait, donc c'était facile, quoi. Donc, c'était beaucoup plus facile que Sur le reste, alors il y a aussi quelque chose que j'ai ramené avec moi de mes études et de mon doctorat, c'est que dès le début, j'ai toujours eu cette notion de pouvoir réaliser des choses, mais sous forme d'ERP, c'est-à-dire de solutions complètement paramétrables et redéployables ailleurs. Ouais. Et donc, très très vite, donc on a été, même quand on a fait de l'extra-groupe, ce qu'on appelait l'extra-groupe à l'époque, qui s'est réellement matérialisé à partir des années 2000, où réellement on a commencé à le faire. On était sur du balbutiement avec IBM, faire de l'intégration et autres. Puis après, on a sorti notre première solution qu'on a déployée chez des clients en tant que telle. C'était en 2004. Et c'était une solution qui faisait quoi? C'est une solution de gestion de flux documentaires. Donc tout ce qui est dématérialisation de la circulation des documents au sein d'une entreprise. Et on avait commencé avec la SCR, avec la Société Centrale de Réassurance, qui avait tout un flux de documents qui arrivaient, qu'il fallait tracer, digitaliser, dématérialiser, et à l'époque avec les moyens qui existaient. Donc on avait commencé avec ça, et donc c'était le point de lancement de Prestige Informatique en tant qu'éditeur de solutions, autres que les solutions du groupe. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que la création de l'entreprise, elle avait un premier objectif, donc qui était assez défini. Et à partir de là, vous passez à cet aspect de digitalisation, numérisation à l'époque. Alors, les termes sont, ont évolué. Numérisation. Tout à fait. Et non seulement vous faites ça, mais vous vous contentez pas d'être intégrateur, parce qu'en fait des solutions étrangères existaient et vous auriez pu choisir la facilité d'être à l'intégrateur, mais vous avez créé les vôtres. Et c'est ça qui est assez particulier et très intéressant. D'ailleurs, c'est avec ça que l'entreprise assoit du coup sa légitimité. C'est l'ADN de l'entreprise. Elle tient effectivement de moi parce que au début c'était ça, mais aujourd'hui mes collaborateurs, et j'en suis ravi, hein, qui ont plus de 30 ans d'existence avec la boîte et qui 17 ans et autres. Alhamdoulilah, j'espère que ça va durer, qu'on a un très faible turnover, aussi à cause du mode de management qu'on a su mettre en place au niveau de l'entreprise, c'est que nous sommes une addition d'entrepreneurs au sein même de l'entreprise. Ah, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est très simple, c'est que chacun détient, son portefeuille, que ce soit un portefeuille client ou bien une business unit, et est en charge du développement. Il est autonome dessus. Complètement autonome dessus. Bien entendu, l'autonomie n'exclut pas le contrôle, n'exclut pas la collaboration. Donc chacun est complètement autonome sur ce qu'il fait, mais il sait qu'il a un tel, et il y a moi aussi, avec lequel il peut toujours échanger avant de prendre une décision de discuter, mais une fois que la décision est prise, ils ont complètement l'autonomie de pouvoir déployer, réaliser, ajuster, être agile. Est-ce qu'ils sont actionnaires? Aujourd'hui, non. D'accord. Aujourd'hui, non, je vais vous expliquer pourquoi, parce que sur la vie de Prestige Informatique, on a connu deux étapes, disons 3.
Donc nous entamons la troisième. La première étape, ça a été jusqu'à à peu près les années 2012, où on était effectivement filiale du groupe, parce que le groupe détenait à peu près 70%, et moi-même, personnellement, à peu près pas loin de 27%. C'est ça. Et il y a eu une OPA sur le groupe, on va le dire comme ça, et donc d'autres acteurs sont rentrés dans l'actionnariat du groupe. Oui. Et il y avait donc incompatibilité de stratégie entre les objectifs de Prestige et les attentes des actionnaires et autres. Et donc on a les impôts chacun a pris son chemin. Et donc moi j'ai repris la boîte. J'ai repris la société complètement et ça s'est acté réellement sur papier en 2015. D'accord. Et donc depuis 2015 à date de 2024-2025, on a travaillé à nous rendre complètement autonomes, parce qu'on l'a été de façon, à partir de 2016, il n'y avait plus aucun sou qui rentrait du groupe. Donc à partir de 2016, donc il fallait remonter toute la pente et nous repositionner. C'est une nouvelle vie. Oui. Une nouvelle vie, avec un certain nombre de collaborateurs qui ont pris le risque et le pari avec moi de mener ça, parce que seul, je ne pouvais pas. Et donc, heureusement, j'ai eu cette chance d'avoir des collaborateurs solides sur lesquels j'ai pu m'appuyer. Et on était effectivement un peu précurseurs par rapport à tout ce qui est digital, dématérialisation et autres, avec toujours le même esprit de monter des solutions qui sont sous forme d'ERP, de solutions complètement paramétrables, qu'on a bien entendu enregistré au niveau de l'OMPIC pour l'histoire de droits d'auteur et autres, et que nous déployons aujourd'hui. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est une société qui a une certaine notoriété sur la place. Et on entame la troisième phase, qui est celle de la croissance réellement de la société. Est-ce que ça a été facile ou compliqué de convaincre à l'époque les banques, les grandes industries, de se dématérialiser? Alors, je vais y revenir là-dessus, mais je vais continuer sur la question de l'actionnariat. À partir de l'année prochaine, un certain nombre de parts d'actions seront cédées à un certain nombre de collaborateurs qui ont porté la société avec moi. Je l'ai pas fait avant parce que si risque il y avait, c'était moi qui le prenais seul. Maintenant, il y a moins de risques. Tout à fait. Normalement, donc ils devraient pouvoir. Je vais pas. Et ils ont été aussi formés à la gestion, à la compréhension de ce que c'est que gérer une société, la différence entre un conseil d'administration et la gestion, la différenciation entre les deux. C'est ce qu'on va entamer d'un commun accord, parce que c'était d'un commun accord ici. Est-ce que c'était facile? Non. Alors, absolument pas. Est-ce que ça, dans un monde qui ne connaît pas encore ni Internet, il y a le Maroc d'avant Covid, il y a le Maroc d'avant Covid et le Maroc d'après Covid. Ah oui, le Covid a beaucoup changé les choses. D'accord, ouais. Alors, jusqu'avant le Maroc de Covid, on a remporté des marchés, on a gagné des appels d'offres et on a fait de belles choses. On travaillait beaucoup avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère des Affaires étrangères pendant Covid, et on a fait de belles choses avec eux. Donc, au niveau étatique, même avec nos solutions, vraiment, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau du secteur bancaire, c'était plus compliqué. Il y a certains patrons que je salue et que je remercie, qui nous ont fait confiance. Parce que le problème, c'est de faire confiance. Tout à fait, parce que compte tenu de la matière, au fait, et de la confidentialité des données, de tous ces aspects-là. On n'y était pas encore. D'accord. On n'y était absolument pas. Le problème qui était posé, c'est est-ce que je fais confiance à cet acteur, à cette société, pour répondre à mon besoin, mais qui est un besoin stratégique pour moi. Je dois produire, c'est une banque, ça doit tourner, ça ne doit pas s'arrêter, il y a des services aux clients et autres. Donc on a un certain nombre de banques qui nous ont fait confiance et qui donc ont commencé à avoir une histoire à raconter. À partir du moment où on a une histoire à raconter, et ça tourne un petit peu dans le milieu, et donc à ce moment-là, quand on s'adressait à d'autres banques, ils allaient quand même voir comme ils se connaissent. C'est souvent le cercle est petit. Donc, ils nous font confiance. Et après, on monte petit à petit. Donc, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de remonter la pente. Mais une fois qu'on est arrivé à le faire, ça devient beaucoup plus simple, mais pas moins compliqué. Parce qu'il faut maintenir. Oui,
ben voilà, il faut toujours faire ses preuves et être à la croissance, elle est jolie, mais la maintenir et la stabiliser, c'est encore plus difficile. Et puis là, bon, je sais pas s'il y a d'autres acteurs qui font la même chose que vous au Maroc, mais c'est sûr qu'il y en a à l'international. Et donc, on a toujours tendance à comparer ce qui se fait ailleurs avec ce qu'on nous. Alors, on a commencé effectivement, comme vous l'avez dit, donc on a commencé à sortir notre première solution. La suite, elle s'appelle DocFlow. Je vais faire un peu de pub sur ce qu'on fait. Bah oui. On a commencé par la première qui est la solution DocFlow Courrier, qui est donc la gestion des flux documentaires qu'on a mis en place au niveau d'un certain nombre de clients et alhamdoulilah, ils nous ont fait confiance et on a été, je pense, à la hauteur de ce qu'ils nous attendaient de nous et aujourd'hui, on est sur ce segment-là, le premier acteur au niveau national, si on enlève l'ADD. L'ADD, c'est l'État, donc c'est une circulaire d'un coup de fil et puis on installe. Mais en dehors de l'ADD, on a pratiquement 80% des ministères qui sont chez nous aujourd'hui. Ça, Après, on est passé sur une deuxième solution, une solution de dématérialisation de process du BPM, donc tout ce qui est digitalisation de tout type de processus. Et ça, on a beaucoup travaillé avec l'État. Par exemple, aujourd'hui, à titre d'exemple, on a 2 gros projets qui sont visibles, que les gens ne savent pas que c'est nous, à la limite. Le premier, c'est tout ce qui est autorisation d'importation des produits industriels au Maroc, qui est donc une plateforme complètement digitalisée, qu'on avait fait avec l'Aïd Krobekhe Simouleh Alami, qui a été très visionnaire sur cette affaire-là, et on est sur du zéro papier, traçabilité totale, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de pays au niveau mondial qui ont ça. Au niveau africain, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait, mais ça c'est depuis 2013 ou 2014. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc ça, maintenant on introduit de l'IA dessus, on fait d'autres choses dessus. Ouais. La deuxième, c'est tout ce qui est autorisation, c'est tout ce qui est prise de rendez-vous et instruction des prestations pour les Marocains résidant à l'étranger. Ah. Aujourd'hui, c'est nos compatriotes, quand ils veulent aller pour des prestations auprès d'un consulat ou d'une ambassade, et ben ils rentrent sur une plateforme, ils prennent un rendez-vous, le pourquoi, le comment, les documents, et donc quand ils arrivent, tout est là, il y a tous les éléments, tout est fait. Et on l'a fait avec le ministère, on l'a commencé pendant la période de Covid. Ils nous ont fait confiance, le ministère. On l'a fait pendant la période de Covid, et donc malheureusement, les choses sont ainsi faites. On a perdu le dernier contrat de maintenance là-dessus, mais c'est pas grave. Ça n'est que partie remise. Ça n'est que partie remise. On attend que ça revienne vers nous. Mais voilà. Donc ça, donc on l'a bien fait. Puis après, on a attaqué les banques. Sur le côté banque aussi, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est digitalisation, dématérialisation de process et autres. Mais avant de monter cette solution, de l'avoir par nous-mêmes, on a été partenaire, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, on a été partenaire de solutions étrangères. Mais qui faisaient la même chose que ce qu'on proposait. Et il s'est avéré 2 choses. La deuxième est la conséquence de la première, c'est que notre marché est petit. Oui. Donc, peu intéressant pour ces éditeurs. Effectivement, c'est le cas dans pas mal de secteurs. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que du coup, tout ce qui est support, tout ce qui est maintenance et autres, ça prenait des temps fous. Et après, il y avait le coût. Exactement. Exorbitant par rapport au marché marocain, par rapport au budget. Et donc, on s'est retrouvés, c'était très très simple, c'était avec le Crédit Agricole et l'Office national de l'électricité, chez qui on devait déployer des processus de workflow. Et si on partait avec l'éditeur, le budget dépassait de loin le coût qui était alloué aux consultations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a monté notre propre solution. On a les ingénieurs, on a le savoir-faire, on connaît les métiers, donc on a monté notre solution. Et donc, techniquement, aujourd'hui, par rapport aux besoins de ces entreprises, que ça soit par rapport à l'évolution même de leur système, par rapport à l'évolution même de la complexité de ce qu'ils font, parce que voilà, je veux dire, en 10 ans ou en 15 ans, l'environnement, qu'il soit bancaire ou industriel, a complètement changé. En fait, aujourd'hui, vous êtes garant, on va dire, de cette évolution, c'est-à-dire vous y travaillez, vous êtes tout le temps en recherche-développement, vous avancez, vous adaptez. Ouais. Alors, on a été très précurseur par rapport à la partie digitalisation, dématérialisation, et surtout avec l'approche BPM, Business Process Management, c'était vraiment, on était très précurseur. Aujourd'hui,
c'est beaucoup plus connu et beaucoup plus demandé et les gens comprennent. Le fait de travailler avec nous, il y a beaucoup de banques et beaucoup d'acteurs qui comprennent que le fait de travailler avec une société marocaine qui détient une technologie, qui la maîtrise bien, c'est beaucoup plus important pour eux et beaucoup plus intéressant que d'aller travailler avec une boîte étrangère, parce que là, il y a de l'agilité, il y a de la proximité et autres. Donc, on a bénéficié et on bénéficie de ça. Maintenant, la concurrence est rude. Alhamdoulilah. Moi, je dis, alhamdoulilah, que la concurrence est rude. Pourquoi? Parce que la concurrence nous fait avancer. Et donc, on continue et on est tout le temps en amélioration de nos solutions, de deux façons. La première, c'est par rapport aux besoins de nos clients qui nous demandent et qui nous exigent d'avoir cette fonctionnalité, de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça. Donc là, nous, on ramène ça sur nos solutions et on les fait évoluer. La deuxième, c'est aller technologique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui arrivent sur le marché. L'IA, on est un exemple clair, et on est tenu de l'intégrer. Donc on le fait, nous, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont opérationnels chez nos clients. Magnifique. On n'est même dans le secteur bancaire. Surtout dans le secteur bancaire. Ah, à titre d'exemple, aujourd'hui avec BOA, parce qu'on a digitalisé tout un certain nombre de processus pour les 18 filiales de la BMC au niveau Afrique. Et d'abord, ça fait depuis 2019 qu'on est avec eux là-dessus. On gère par exemple tout ce qui est réclamation client. D'accord. Et là, toute la partie classification, traitement et même identification de la solution à apporter est faite par de l'IA. C'est magique, ça, c'est magnifique. Ça tourne depuis exactement le mois d'août. Pour tout ce qui est anglophone et francophone. Et nous sommes en train de travailler avec eux sur d'autres use cases, avec la BMCE au niveau des filiales. Et on a d'autres choses en train d'être signées avec d'autres banques. Et on est en train de déployer pour le ministère du Commerce et de l'Industrie dont j'ai parlé tout à l'heure, donc je vous le donne un peu en avant-première, tout ce qui est, détection des fraudes à l'import des produits industriels au Maroc. Parce qu'on a un historique, on est une boîte rabattée. Vous connaissez. Donc on est vraiment, ça mène la discrétion, on est dans le silence, on est dans le... Voilà. Justement, voilà. je trouve justement qu'avec tout ce que vous faites, vous n'êtes pas, vous restez, on va dire, humble dans la façon dont vous le présentez d'une certaine manière, alors que vous avez, entre parenthèses, révolutionné ce secteur au Maroc. Ouais, bon, révolutionner, c'est un gros mot. Hein, donc, on a contribué vous avez raison. Vous avez raison. On a contribué à la digitalisation et à la digitalisation, hein, c'est le mot que je retiens, tout un certain nombre de processus et d'amélioration, d'amener de la valeur ajoutée par rapport au système d'information que nous déployons. Donc, à chaque fois qu'il y a une technologie qui va nous amener de la valeur ajoutée et qu'on saurait nous intégrer, on l'intègre et on enrichit nos solutions avec. J'ai toujours une image qu'on dit, quand on veut inviter quelqu'un chez soi, on aménage bien chez soi. Donc voilà, on était beaucoup plus dans cette logique-là, de dire Frash Mzian Dark Bada. Après, on va voir si on invite les gens ou pas. Voilà. C'est pour ça que je parle d'une troisième phase. Tout à fait. On va en parler et on va lier ça à si Mohsen Ben Achir, l'humain, en fait, la personne qui a à cœur de défendre la PME, de pousser la PME à être présente, que ce soit à travers la PEBI ou à travers d'autres activités que vous menez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus avant de passer à... Je crois qu'on vous a briefé sur l'autre côté militant que j'ai. Je pense que, en tout cas, ce qu'on fait ici, c'est vraiment ça, c'est ressortir ça. Ouais. Alors, quand j'ai parlé de mon parcours était aussi très lié à la politique. J'ai fait beaucoup de politique étant étudiant. Donc, j'étais à l'UNEM, j'étais de gauche, donc pas à l'extrême gauche, mais la gauche, donc l'USFP, Ittihad Shiraki, Shabab Ittihadiyya et autres, donc membre du bureau de l'UNEM au niveau Grenoble. Puis après, quand je suis rentré au Maroc, j'ai continué sur le militantisme, et j'ai été élu municipal à la ville de Rabat, donc campagne et tout ça, élu. Et j'ai fait un mandat à l'Agdal. J'avais une circonscription. À l'époque, c'était un suffrage direct. Donc, j'ai fait le porte-à-porte, j'ai fait tout ça. Super. Ouais. Et donc, j'ai eu cette mission-là. J'étais deuxième vice-président du conseil préfectoral de la ville de Rabat. C'était une très belle expérience. Et ça le fait aussi d'appartenir à un gros prestige et tout ça, ça me laissait la possibilité de pouvoir le faire.
J'ai été dans plusieurs bureaux au niveau de la PBI, notamment avec Selwa Al-Qarqri sur ces 2 mandats. Et j'ai été sollicité à l'époque par le secrétaire d'État aux postes et technologies de l'information, Nasser Hajji, pour piloter avec lui toute la partie de l'e-gov. Donc c'est les années 2000. Et donc je l'ai accompagné là-dessus. Mais j'ai toujours eu à cœur, et pour moi c'est le développement de l'ingénierie nationale. Très, très important. Et à chaque fois que j'ai pu faire en sorte qu'on puisse le développer, je me suis battu, je continue à le faire encore maintenant, pour développer ça. Et faire prendre conscience à nos décideurs que c'est un élément important. Et souvent on oublie ça. On va faire appel à des acteurs étrangers, les Radinji, on va se gargariser là-dessus. J'ai amené ça, j'ai amené Hada. Même maintenant, on entend beaucoup de choses. Bah ça continue, c'est normal, parce qu'on n'a pas la capacité encore à tout absorber. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. On a la capacité. On a la capacité. Ça rejoint exactement ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport à faire confiance. Tout à fait. Faites-nous confiance. Exactement. Et donnez-nous les moyens. Aussi. Parce que aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui les grands acteurs de l'IT, qu'ils soient français, les Français, non, c'est qu'on leur a fait confiance, c'est qu'on leur a donné des marchés, c'est qu'on leur a donné des moyens. Effectivement. Ben, faites la même chose avec nos PME, la PME Tech, ce qu'on appelle aujourd'hui au niveau de la PME, la PME Tech. Faites-nous confiance et donnez-nous aussi ces moyens. Et prenez le risque et soyez courageux. Monsieur et mesdames, dans ces entreprises, mesdames et messieurs les donneurs d'ordre, soyez courageux. De dire à vos entreprises nationales marocaines, voilà, on vous donne ce marché. En concurrence entre vous, on vous donne ce marché. Il est pour vous. Ben, soyez à la hauteur, prouvez-nous que vous pouvez le réaliser, d'accord ? On va vous donner les moyens de le faire et faites-le. Et ça n'est que comme ça qu'on va pouvoir capitaliser sur un savoir-faire national et avoir des champions nationaux. C'est pas avec des start-up et tout ça. C'est bien, les start-up. Mais la start-up, là, je reconnais ce qu'est en train de faire Madame la Ministre actuellement, qui est bien, c'est que ça émane de la recherche. Mais ça n'est pas que ça. Tout à fait. Il y a aussi, vous parliez tout à l'heure de la partie, est-ce qu'on fait du R&D au niveau de prestige informatique? Oui, on fait du R&D. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on en bénéficie au niveau fiscal sur des aides et autres? Zéro. Zéro. On ne nous reconnaît même pas, nous reconnaît même pas la capacité de faire du R&D. On ne nous reconnaît même pas le fait de pouvoir être des éditeurs nationaux capables de pouvoir répondre aux défis nationaux. C'est très, très grave, ça. C'est vraiment très, très grave. Et qu'est-ce qui fait, justement, qu'aujourd'hui, bon, vous êtes à la PBI, c'est quand même une association qui a un certain poids. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'a pas assez de poids pour peser dans la balance et faire passer ce type de changement structurellement dans l'écosystème? Qu'est-ce qu'on pourrait faire et qu'est-ce qui nous manque pour le faire en réalité? Aujourd'hui, nous sommes sur une stratégie, une démarche qui est assez intéressante. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, c'est pas la peine de remuer un certain nombre de choses, ça ne sert absolument à rien. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui sur une dynamique qui est assez intéressante, qui est celle effectivement où les acteurs de la PBI prennent conscience du fait qu'aujourd'hui, nous avons tous intérêt à être solidaires entre nous et à peser auprès des autorités locales et des donneurs d'ordre pour qu'on puisse avoir ce développement du savoir national. C'est la capitalisation du savoir à travers le développement de l'ingénierie nationale. Après, on se met au Kibrina, on dit la Kibrina, mais tout ça vise à une seule chose, c'est le développement de l'ingénierie nationale. Il y a un secteur qui l'a réussi, et qui marche très très fort aujourd'hui, c'est le BTP. Le BTP a entrepris depuis les années 80, à peu près 80-90, parce que les acteurs du moment ont milité de la même façon qu'on essaie de le faire nous aujourd'hui, avec leurs bâtons de pèlerin métaux, mais ils ont eu la chance d'avoir de l'écho en haut lieu. Tout à fait. Mziane Belfaqi, Allah yarhamou, a beaucoup contribué au développement de ce savoir et de l'ingénierie nationale. On aimerait bien en avoir un même comme ça aujourd'hui au niveau qui soit capable de pouvoir aussi défendre et mettre en place ça. Et le résultat, c'est quoi? C'est ce qu'a dit El Qja la dernière fois. Je crois 80, je me rappelle plus de quel chiffre, des stades et des infrastructures ont été faites par des entreprises marocaines. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça ce qu'on voudrait.
C'est ça ce qu'on voudrait. C'est Tout à que faites en sorte, donnez-nous la possibilité de pouvoir y aller et on y va. Après, il y a le financement. Tout à fait. On souffre tous, on souffre tous de ce financement. Je suis sur un très gros projet et je remercie le ministère qui nous fait confiance de le faire, qui est très stratégique au niveau national marocain. On est en train de le faire. Mais on avait besoin d'un fonds d'amorçage. Mais c'était pas possible. C'est-à-dire que qu'est-ce qui bloque en fait, surtout avec votre historique, vous avez quand même. Il y a deux choses qui bloquent. C'est l'incompétence d'un certain nombre de personnes au niveau des comités des banques. D'accord. Ouais. Malheureusement. Incompétence totale. Ils sont là payés pour porter des bretelles et fumer des cigares, mais ils ne connaissent rien à la réalité du marché. D'accord. Surtout quand on vient avec de l'immatériel. Oui, l'immatériel, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, à ce moment-là, ils vous demandent des engagements de garantie de caution, mais qui sont tarés. C'est-à-dire que dans le cas dont je suis en train de parler, je tairai le nom de la banque, c'est pas la peine de faire de la mauvaise publicité. C'est pas l'objectif. Voilà, c'est pas l'objectif. De toute façon, ça concerne tout le monde. On va prendre la garantie de Tsemouilcom et on va demander une garantie personnelle sur des biens personnels de celui de la société, du gérant de la société. Faut arrêter. Faut arrêter. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On applique un taux d'usure. C'est tout pour bloquer. Voilà, parce que c'est pas dans l'ADN en réalité. C'est la culture, je pense, qui a aussi ça. Oui, c'est la culture, c'est pas dans l'ADN. Effectivement, vous avez raison. Et tout ça, normalement, doit s'inscrire dans une stratégie. Pour le BTP, il y a eu une stratégie. Exactement. Là, il faut qu'il y ait une stratégie. La stratégie de développement de l'ingénierie et de l'ingénierie TIC et de la compétence nationale. Mais ça, il faut que c'est dans l'esprit des gens. Exactement. C'est pas le fait d'avoir de la technologie qui fera de nous que nous serons demain dans l'échiquier des sociétés, des continents, des pays qui comptent dans le domaine, dans l'écosystème des technologies. Tout à fait. C'est pas le fait que j'ai un Microsoft ou la Mistral ou la je sais pas qui ici au Maroc qui va me faire la différenciation. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai des entreprises. Alhamdoulilah, il y en a quelques-unes. Je peux en citer. Il y a HPS, il y a Intelsia, il y a un certain nombre de sociétés. Mais c'est du fait de leur management. Exactement. C'est la bonne opportunité, la bonne gestion, les bonnes. Mais voilà. Donc pour répondre à. Oui, mais c'est très intéressant parce que justement, je sais pas combien vous êtes aujourd'hui dans le cadre de PME Tech. En étant, on va dire, militant dans la PMI sur cet aspect-là. Mais justement, est-ce que c'est pas un appel à candidature, c'est pas un appel à ce que toutes les PME concernées par ces aspects-là se mettent ensemble pour pousser, parce que voilà, plus il y a de voix, plus on va être écouté. J'allais dire, il faut que la mayonnaise prenne. Oui. La mayonnaise est en train de prendre. Elle est en train de prendre. Le bureau actuel de la PBI œuvre à ce que la mayonnaise prenne. C'est magnifique. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde parce que il y a les effets d'annonce, il y a le réel. Et sur la réalité, aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont faites par le ministère sont à noter et à relever, mais beaucoup ne vont pas dans le bon sens, à notre sens, de notre point de vue. D'accord. Mais vous êtes écouté. Aujourd'hui, vous avez une voix, vous arrivez à participer, on va dire. Alors, vous savez, à un moment donné, quand on nous écoute pas, on crie. On est en train de, voilà. On est un peu en train de crier. Parfait. On lève la voix. On lève la voix. En fait, de toute façon, ça va dans le sens de l'histoire. Bien entendu, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas vu comme une opportunité parce qu'on est peut-être pris par des choses et parce que les bonnes personnes ne sont pas au bon endroit et bref, on reste quand même un pays qui est encore en train de courir vers un développement, mais on a aussi une responsabilité aujourd'hui en tant que porte d'accès à l'Afrique et en tant que représentant, on va dire honorable de l'Afrique, d'apporter aussi cette ingénierie et cette volonté d'améliorer l'ingénierie globale, même en Afrique. Donc,
c'est quoi les visions par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai déjà? Est-ce que moi, cette idée que j'ai et que je vois de loin, peut-être qui ne s'applique pas à tous les secteurs, mais je pense que dans le domaine de l'IT et dans le domaine des technologies, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. Notre position en tant que hub au niveau de l'Afrique est une réalité. D'ailleurs, elle nous est très, très jalousée. On a vu les événements derniers. Mais oui, voilà, c'est elle pas nous est grave. très, très jalousée. Ça veut Comme, dire que comme ça, disait ça veut dire qu'elle est Hassan réelle. II, Ça veut dire qu'elle est réelle. quand vous êtes jalousé, c'est que vous avancez bien. Voilà, ça veut dire, Donc, ça veut dire que réel. Alors maintenant, il y a deux façons de faire. Soit je fais en sorte que le Maroc soit la bonne plateforme hub, et à ce moment-là, je suis attractif par rapport aux entreprises étrangères qui vont venir s'installer ici au Maroc et qui vont commencer à faire leur business à partir du Maroc pour aller à l'étranger, pour attaquer l'Afrique. Mais c'est très éphémère, parce que ce sont toujours les autres qui viennent s'installer. C'est l'histoire de l'offshoring. L'Égypte, ou nos voisins proches, ou le prix, ou la dit. C'est très, voilà. C'est bon. Et un peu, c'est tout ce qui a été privilégié pour la partie IT durant ces 20 ou 30 dernières années. Moi, je trouve que c'est pas la bonne façon de faire. Il faut être attractif. Parce que c'est par la compétition, c'est par le partage du savoir qu'on peut avancer. Mais il faut en même temps, prémunir le tissu industriel national marocain, Haïti, pour qu'il puisse aussi pouvoir développer son ingénierie et exporter. Parce qu'une fois qu'on a développé son savoir-faire, on est capable de l'exporter. Et c'est là où c'est le parent pauvre de toute la stratégie qui a été faite. Il y a un début de prise de conscience par rapport à ça, mais à un autre sens, les solutions qui sont apportées ne sont peut-être pas les bonnes. Peut-être que, ou là, nous, on les a pas comprises. D'accord. Ou peut-être que c'est juste un début de solution. Peut-être qu'on n'a pas compris. Peut-être qu'on n'a pas compris. Mais ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu ces 2-3 derniers mois nous alerte. On n'est pas très content. On ne comprend pas. Peut-être qu'on n'a pas compris. C'est possible. On demande qu'on nous explique. Mais on est en train de dire, et les amis, on n'a pas compris. Qu'est-ce qui se passe là? On n'a pas compris. Voilà. Et les discussions sont ouvertes, on peut se faire entendre en criant. Oui. Le Maroc, alhamdoulilah, a toujours été, c'est ce qui fait la caractéristique du Maroc, même si Exactement. Ça toujours, ça c'est extraordinaire, ça c'est le Marocain. Et au Maroc, on a toujours pu dire ce qu'on voulait. Et surtout ces dernières années, il y a des limites à ne pas dépasser, mais on est un pays libre et un pays où on peut débattre. On peut critiquer un ministre, il n'y a aucun problème. Pas l'insulter, pas Adam, mais on peut critiquer une stratégie. Voilà. Et nos ministres, alhamdoulilah, écoutent. Et donc, en fait, aujourd'hui, PME Tech, quelle est votre perspective à 10 ans? Si on se projette et qu'on veut donner de l'espoir à nos jeunes, même qui sont encore étudiants et qui voudraient devenir entrepreneurs demain, investir dans la PME, tech, c'est quoi la perspective dans 10 ans? Il faudrait déjà que ça commence par quelque chose qui existe en Europe, qu'on n'en voit pas ici. Moi, j'ai mon fils qui a fait une grande école aussi de commerce, et j'ai vu ça avec lui, et ça a vraiment développé en lui cet état d'esprit d'entrepreneur. C'est ce qu'on appelle la junior entreprise. Au niveau des écoles même, au niveau des facultés. Ça, faut commencer déjà par ça. Ça, c'est vraiment un élément important, parce qu'effectivement, ça façonne l'esprit du jeune étudiant à la problématique de l'entreprise, de monter une offre, de la défendre, de la réaliser, de la suivre, de faire le delivery, de se faire payer, le recouvrement, tout ça. C'est tout ça. C'est des vraies entreprises. Ça, c'est vraiment, c'est hyper formateur, et c'est la première chose. La deuxième chose, ce que j'ai dit une fois à une ministre, dont je tairai le nom, qui m'a dit Madame la ministre, elle m'a dit comment ça? Elle m'a dit j'ai pas compris votre. C'est pas le but pour moi. Le but pour moi, c'est que l'administration nationale marocaine, soit l'acteur du développement du secteur IT au Maroc. Et si on développe ce secteur IT, madame, on sera capable de garder nos jeunes qui ne partent pas à l'étranger. Donc voilà. Surtout qu'il y a une sacrée concurrence par rapport à justement à l'attractivité des compétences. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui sont en train de venir. J'ai même appris que Tata Consulting s'installe au Maroc. Bon,
Ah oui. Oui, s'installent au Maroc, ils vont aussi être un acteur local marocain. Donc tout ça, c'est des ventouses par rapport aux ressources qui existent. Donc voilà. Donc si nous avons des structures solides, des structures que nous accompagnons le développement des structures existantes pour qu'elles croissent, il y aura toujours celles qui vont arrêter, celles qui vont venir. C'est la dynamique. C'est bien, il faut qu'elle existe. Ouais. Et cette liberté d'entrepreneuriat au Maroc, elle est très, très importante. Tout le monde a le droit de créer sa boîte, tout le monde a le droit de le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement pour créer le marché, pour que ces entreprises-là puissent se développer. Et toutes les expériences qu'on a vues, que ce soit en Asie, ou là, que ce soit en Europe, là, que ce soit partout, on a eu des champions qui sont sortis. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, parce que les donneurs d'ordre, les grands groupes de ces pays-là ont donné la priorité à leur entreprise nationale pour se développer, pour voilà. Il y a pas Samsung كلهم كل شيء ما خرجوش تحت الارض بوحدهم خرجوا il y a pas ماشي واحد النهار كنا جالسين حتى ولات عندنا سامسونج. Et donc en fait, ce qui nous manque, si j'ose dire, c'est une vision. Absolument. Tout le problème, il est autour de la vision. De la vision. Ouais. Mais est-ce que voilà, il n'y a pas moyen que l'APBI aujourd'hui propose justement une ébauche de vision? C'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait l'APBI depuis plusieurs années. D'accord. On a même sous le mandat de Seloual Qarqri, fait un symposium au niveau de Rabat, où il y avait du temps de l'Alami, où on a présenté un livre blanc. Oui. Avec toutes les recommandations qu'on voyait, nous, pour le développement du secteur de l'IT au Maroc, pour qu'on soit reconnu en tant qu'industrie. Parce que ça n'est pas le cas encore. Ça n'est pas le cas encore. Ah oui. On est encore considéré comme une technologie ou la chihaja qui accompagne le développement d'autres secteurs. D'accord. Ah oui, comme du service, en fait. L'ITO, c'est pour développer, accompagner l'automobile, l'aéronautique et autres. L'informatique, c'est pour le e-gov, c'est pour... Non, mais en tant qu'industrie, en tant que telle, productrice de logiciels, de savoir-faire, de chiffre d'affaires, malgré qu'on a du chiffre qu'on fasse. Oui. En fait, je pense qu'il y a une méconnaissance, en réalité, du métier en lui-même, c'est-à-dire que, je sais pas. D'un point de vue stratégique, c'est pas, c'est de l'immatériel, c'est pas du matériel. Voilà, c'est du immatériel. En ce qui concerne le software, on pouvait aussi, on a aussi des acteurs de son, ceux qui font du montage, des choses comme ça. Ça peut être aussi une industrie, quoi. Voilà. Et l'IA aujourd'hui, on est a priori bien positionné par rapport à d'autres pays africains ou peut-être même européens, je ne sais pas. Mais comment on pourrait faire pour pas rater le coche, en fait? Comment on pourrait faire pour justement... on revient toujours à l'ingénierie. Mais si on a l'ingénierie, on a les moyens. Est-ce que c'est pas trop tard? Parce que ça avance tellement vite que... Non, mais ça avance très vite, mais faut pas partir sur des projets qui sont... il y a des choses simples, sur lesquelles il faut aller, et il faut donner... vous savez, c'est la capacité, il faut donner la capacité de l'innovation, c'est-à-dire laisser les entrepreneurs s'exprimer, leur donner la possibilité de le faire. Et c'est ça le plus important. Quand on prend, je vais prendre encore une fois le cas de Mistral, qui se base sur des modèles du monde du libre, mais Mistral connaît des appuis, il lève des fonds, voilà. Ça, tout ça, avec aussi mis en avant par son État, c'est des choses pareilles. On a des acteurs aujourd'hui qui sont en train de mettre le pied dans la technologie. Regardons un peu plus ce qu'ils font, essayons de le pousser. Mais il faut surtout pas faire une chose qui est en train d'être faite aujourd'hui par l'administration publique. C'est là où je dis, je ne sais pas si on a compris ou pas compris, c'est substituer au privé. Faut pas que l'administration se substitue au privé. Ah oui, fasse les projets à la place. Voilà, faut pas qu'elle se substitue au privé. Elle veut faire de la recherche, qu'elle donne au privé ou là, au monde de l'université de le faire. C'est pas à elle de la faire. Qu'elle veut, et je veux dire, monter des systèmes d'information, faire du développement, faire de l'IT, de la plateforme, qu'elle le donne à ceux dont c'est le métier. Elle le donne à ceux qui vivent de ça. Tout à fait.
انا عطينا لشي واحد كي فونكسيونير اللي مخلص دو توت لي فاسون خليه هذاك يدير لي de la stratégie يدير خدمته كي fasse son boulot chacun qui contrôle ou qui suit voilà mais aujourd'hui faire par l'administration ne mène à rien sauf si on veut des effets d'annonce. Ça, c'est autre chose. Mais si on veut être opérationnel, il faut s'appuyer, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut s'appuyer sur un tissu industriel de l'IT. Tout à fait. Et si on s'appuie sur je vais pouvoir créer des champions. Mais ماشي عاوتاني نشد هذاك الشيء اللي عندي وغادي نعيط لاوراكل وغادي نعيط لميكروسوفت وغادي نعيط ل SAP et je vais être content parce que j'ai dit regardez moi il y a Oracle qui a monté un centre de recherche. Qu'est-ce qu'elle a monté un centre de recherche? C'est vrai qu'il y a des ingénieurs marocains qui travaillent dans ces centres de recherche. C'est vrai qu'on est en train de capitaliser. C'est vrai qu'on a été attractif. Mais il ne faut pas que ça. Oui. Ça, c'est important. Oui, ça peut être une forme d'école pour bien. nous. C'est très très bien parce que ça veut dire que nos ingénieurs sont compétents, qu'il y a de la compétence, et qu'on est réellement hub. Tout ça, c'est très très important. Ça apporte de la valeur ajoutée. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il faut qu'il y ait que ça et que le tissu industriel local marocain en profite. Le tissu local marocain ne peut en profiter qu'à travers un certain nombre d'incentives qu'il faut absolument mettre en place et aussi de la commande publique. La commande publique, c'est le levier de développement. 3 conseils. Vous avez publié sur LinkedIn 21 conseils à ce monde, on va dire. Si vous deviez en choisir 3 pour nous ou pour nos auditeurs, ça serait lesquels? La persévérance, l'abnégation et être humble. Magnifique. Et pour finir, j'ai envie de vous poser une question. Au Maroc, quelle est la personne qui vous a souvent inspiré? Toujours inspiré. Souvent ou toujours, oui. Abdelrahim Bouhabid, Allah yarhamou. C'est incroyable. Depuis tout à l'heure qu'on se parle, il y avait son nom qui revenait dans ma tête. Abdelrahim Bouhabid, Allah yarhamou. Ouais, vous l'avez écouté. Grand monsieur. En tout cas, ravi de cet entretien. De même. Merci beaucoup encore. Merci à vous, cette opportunité d'échanger avec vous. Le plaisir était pour moi et je vous dis à très vite. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Abonnez-vous, partagez cet épisode et rejoignez-nous pour la prochaine conversation sur CEO Enlightenment.